Madame la ministre, Monsieur le ministre, Madame la présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle la discussion après engagement de la procédure accélérée de la proposition de loi adoptée par le Sénat visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Madame la ministre. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, Madame la Présidente de la Commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire, Madame et Monsieur les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, la colère paysanne n'est pas éteinte. Ces braises sont encore chaudes. Les difficultés qui frappent la profession n'ont pas disparu. Elles sont tenaces. Lorsqu'un mouvement d'une ampleur inédite a surgi sur les routes de tout le pays en janvier 2024, la cause paysanne, si longtemps l'objet de clivages délétères, s'est muée en cause nationale. Une cause à laquelle se sont ralliés les Français, que le gouvernement a entendue et qui a donné lieu à des promesses de simplification, de réhabilitation de l'acte de produire, de reconsidération sociale. Depuis lors, le gouvernement et j'ose dire les gouvernements avancent. Loi d'orientation agricole, aide d'urgence, simplification, choc fiscal et de compétitivité. Sa voix résonne même au-delà des frontières et inspire jusqu'à la Commission européenne qui a annoncé reprendre à son compte plusieurs de nos idées, le contrôle unique notamment. Le gouvernement avance, oui, et avec lui, toutes les bonnes volontés du pays et de la représentation nationale. De cette bonne volonté est née cette proposition de loi, initiée par les sénateurs Laurent Duplomb et Franck Menonville et co-signée de manière transpartisane par près de 200 sénateurs. Je souhaite ici vigoureusement les remercier pour leur travail. Une proposition de loi plus qu'attendue par les agriculteurs est nécessaire dans son ambition de lever les entraves au métier d'agriculteur. Une proposition de loi porteuse de mesures concrètes qui répondent à des attentes concrètes et d'abord à la nécessité d'adapter notre cadre législatif aux réalités. Le principe de séparation entre la vente et le conseil de produits phytopharmaceutiques, aussi légitime soit-il dans son intention, a débouché sur un cadre trop rigide, comme l'ont souligné Dominique Potier et le ministre Stéphane Travert. Le gouvernement partage leur constat. Le statu quo n'est pas envisageable. L'ambition de ce texte est claire. Lever les blocages qui empêchent l'émergence d'un conseil efficace, utile aux agriculteurs comme à la transition climatique et environnementale. Avec les sénateurs, un compromis a été construit. Le texte autorise sous conditions strictes les distributeurs à conseiller tout en maintenant l'interdiction pour les metteurs en marché. Il restaure une cohérence sans rien céder sur la prévention des conflits d'intérêts. C'est toute la profession qui y gagnerait. Mesdames et Messieurs les députés, ce texte redonne aussi prise aux agriculteurs sur leur métier, en leur permettant de protéger leur culture dans un cadre à la fois rigoureux et respectueux du cadre européen commun. Il n'est pas compréhensible que notre souveraineté alimentaire s'affaisse sous l'effet de distorsions de concurrence que nous avons nous-mêmes installées. L'acétamipride est autorisée au niveau européen jusqu'en 2033. Elle est utilisée par 26 États membres sur 27. La France fait exception au prix d'un isolement législatif qui pénalise directement ses producteurs, son potentiel de production et la diversité de son agriculture. Le gouvernement s'est opposé à toute réintroduction sans condition, mais a accepté, dans l'esprit du compromis sénatorial, une dérogation exceptionnelle strictement encadrée, fondée sur les critères validés par le Conseil constitutionnel, à l'image de celle octroyée à la filière betteravière en 2020. Elle ne rouvre en rien la voie aux néonicotinoïdes. Elle ne vaut que dans l'attente de solutions alternatives. La clé, comme toujours, est d'accélérer la transition sans laisser les agriculteurs sans solution.
La Commission des affaires économiques a renforcé encore ce cadre et c'est sur ce texte stabilisé qu'il vous revient aujourd'hui de vous prononcer. Mesdames et messieurs les députés, cette proposition de loi porte aussi l'ambition de simplifier un quotidien sur lequel pèse un enchevêtrement kafkaïen de normes contradictoires, de seuils opaques, de procédures complexes et de surtranspositions incompréhensibles. Avec Agnès Pannier-Runacher, nous avons engagé une clarification des règles applicables aux projets d'élevage. Le texte adapte les procédures ICPE à la réalité des exploitations. Remplacement des réunions publiques par des permanences, relèvement des seuils pour les bovins, porcins et volailles, comme le permet la réglementation européenne, suppression des surtranspositions injustifiées. Il ouvre la voie à un régime spécifique, longtemps attendu par les éleveurs, distinct du cadre industriel, mieux proportionné et que seule une habilitation législative permet. Dans le même esprit, il rétablit le cadre de confiance dans les relations entre agriculteurs et administration. Les tensions avec l'OFB sont connues, elles traduisent un climat de suspicion qui ne profite à personne. Le texte y répond avec équilibre. Coordination renforcée des préfets, encadrement de la transmission des PV, usage encadré des caméras piétons. Ces mesures ne sont pas accessoires, elles sont structurantes. Elles permettront de rétablir la confiance, d'alléger la charge administrative et de rendre aux agriculteurs ce qu'ils ont de plus précieux, le temps de produire. Mesdames et messieurs les députés, ce texte engage aussi l'adaptation de notre agriculture au dérèglement climatique en apportant une réponse claire sur la question de l'eau. Sans eau, pas d'agriculture. Aussi, en reconnaissant l'intérêt général majeur des projets de stockage dans les zones de déficit hydrique, ce texte ne fait pas de faveur. Il pose une condition de survie. Face aux sécheresses, à l'irrégularité des pluies, à la hausse des températures, le stockage devient un levier incontournable aux côtés des économies, des réseaux modernisés et de la réutilisation des eaux usées. Supprimer cette disposition, comme l'a fait la Commission du développement durable, c'est retirer aux agriculteurs un outil d'adaptation, c'est interdire à l'État d'en soutenir le développement, ce que prévoit un autre amendement adopté par ailleurs. Ce texte introduit aussi une catégorie de zones humides fortement modifiée pour simplement prévoir un cadre plus adapté aux particularités de certains territoires. C'est une écologie lucide, ancrée dans le réel. Mesdames et messieurs les députés, au-delà de ces leviers principaux, cette proposition de loi apporte d'autres réponses concrètes aux attentes de terrain. Concernant l'ANSES, je veux dire stop aux contre-vérités. Il n'a jamais été question de remettre en cause son indépendance scientifique, ni dans l'esprit du texte, ni dans la position du gouvernement. J'ai entendu les interrogations, notamment sur la transmission des décisions aux tutelles ou sur le rôle d'un conseil de protection des cultures. Ces dispositions ont été supprimées en commission et le gouvernement ne porte pas leur réintroduction. Ce débat est donc clos. Mais j'entends aussi la demande de transparence, de dialogue, d'efficacité, notamment sur l'identification des alternatives aux produits phytopharmaceutiques ou des filières en impasse lorsqu'il n'en existe pas. Ces sujets, qui ne relèvent pas du domaine législatif, posent une question de droit. Le gouvernement a donc saisi le Conseil d'État pour sécuriser le cadre d'action. Sa réponse est attendue prochainement. Au-delà de ces mesures essentielles, ce texte renforce également l'assurance prairie face aux aléas climatiques, encadre le déploiement de la technique de l'insecte stérile et améliore les capacités d'intervention de l'État contre les menaces phytosanitaires via une habilitation législative claire qui prolonge et amplifie les objectifs portés par la proposition de loi du député Hott que je salue. Mesdames et messieurs les députés, toutes ces avancées ont été permises par le travail acharné de ceux qui s'y sont engagés. Et je tiens ici à saluer plus particulièrement l'engagement constant de son rapporteur Julien Dive. Le texte a jusqu'ici donné lieu à un véritable débat parlementaire et c'est heureux. Plus d'une semaine de débat en commission, plus de 800 amendements examinés,
près de 100 adoptés, aboutissant à un texte enrichi que le gouvernement salue. Un travail important a également été mené en commission du développement durable sous l'impulsion de sa rapporteure. Elle a exprimé des réticences avec des amendements qui ne rencontrent pas l'assentiment du gouvernement, ni, je le crois, celui d'une large partie du monde agricole. Mais nous sommes prêts à avoir ce débat ensemble dans l'hémicycle. Nous aurions été prêts à avoir ce débat ensemble dans l'hémicycle de façon claire et respectueuse. C'est ainsi que vit la ministre, s'il vous plaît. C'est ainsi que vit la démocratie parlementaire que vous trahissez. Un débat démocratique que les commissions ont pleinement su faire vivre. Un débat qui a permis d'aboutir à un texte équilibré, enrichi de plusieurs amendements auxquels le gouvernement souscrit pleinement. Un débat en commission qui a montré qu'une majorité pouvait se dégager sur ces sujets exigeants dans la clarté et dans l'écoute. C'est un signal politique extrêmement fort, une démonstration que lorsque le travail parlementaire se déploie pleinement, dans un esprit de responsabilité, il ouvre des chemins et produit des solutions. Et pourtant, mesdames et messieurs les députés, toutes ces solutions, certains ici veulent qu'elles se fracassent sur le mur de l'obstruction. Plus de 3500 amendements, dont 70% venant des Verts et de LFI, l'équivalent de ce qui a été déposé sur la première partie du budget pour 2025. Écoutez bien ce chiffre, 1 071 562 mots, l'équivalent des 7 volumes de la recherche du temps perdu. 1 071 562 mots, et pas un seul pour les agriculteurs, juste un long voyage en absurdie. Des mots remplacés par des synonymes, des dates déclinées par une poignée d'amendements, repoussant parfois l'entrée en vigueur jusqu'à 2050. Plus de 120 commandes de rapports au gouvernement sous 6 mois, soit un à produire toutes les 36 heures. Des propositions ubuesques de modification du titre de loi qui vont jusqu'à l'indécence de proposer celle de loi anti-paysans. Mesdames et messieurs les députés Verts et LFI, vous avez fait du droit d'amendement un droit d'enlisement. Vous vous abritez... On écoute Madame la Ministre, s'il vous plaît. Vous vous abritez derrière un droit constitutionnel pour enliser le débat parlementaire parce que vous avez peur du vote. Peur parce que vous savez qu'à force de conviction, une majorité d'adoption peut être trouvée dans cet hémicycle parce qu'elle existe dans le pays. Nous pourrions en rire si les conséquences pour nos agriculteurs qui chaque jour s'usent jusqu'à l'os pour vous nourrir, n'en payaient pas le lourd tribut. Mesdames et messieurs les députés, la colère des champs mérite mieux que les manœuvres de couloir. Le rapporteur Julien Dive a été contraint de déposer sur son propre texte une motion de rejet pour que cette proposition de loi puisse finalement faire l'objet d'un vote. Je respecte son choix et j'aurai l'occasion de m'en expliquer tout à l'heure. Mais je trouve déplorable et en réalité triste pour notre pays qu'il soit nécessaire d'en arriver là pour qu'une loi prospère. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Julien Dive, rapporteur de la Commission des Affaires économiques pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames les Présidentes de Commission, mes chers collègues, nous devons examiner la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur adoptée par le Sénat le 27 janvier dernier et pour laquelle le gouvernement a engagé la procédure accélérée. Comme vous le savez, ce texte émane du Sénat où un travail de fond a été fait en lien avec le gouvernement pour améliorer le texte. Comme en témoigne la mobilisation des agriculteurs, cette proposition de loi contient une série de mesures très attendues par le monde agricole, complémentaires de celles qui ont été adoptées dans la loi d'orientation d'avenir agricole adoptée et votée en mars dernier.
En tant que rapporteur de la Commission des affaires économiques, je concentrerai mon propos sur les articles 1, 2, 3, 4, 7 et 8, puisque les 5 et 6 ont été délégués au fond à la Commission de développement durable. L'article 1er vise à revenir sur la séparation des activités de vente et de conseil pour les distributeurs, qui n'a jamais vraiment fonctionné en pratique depuis son instauration, comme l'ont montré les travaux conduits par nos collègues Stéphane Travert et Dominique Potier dans une mission parlementaire. Ces travaux, menés de manière transpartisane, ont largement nourri la réflexion sur ce sujet et ont permis de dégager des constats partagés bien au-delà des clivages politiques. Cette séparation vente-conseil est néanmoins maintenue pour les producteurs pour limiter les risques de conflit d'intérêts. L'article 1er instaure par ailleurs un conseil stratégique global qui doit inciter les agriculteurs à mener une réflexion d'ensemble pour renforcer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur exploitation. L'article 2 comportait une série de dispositions relatives au rôle de l'ANSES dans la procédure d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. La Commission des affaires économiques a décidé de supprimer ces dispositions qui auraient eu pour effet d'alourdir les procédures contrairement à l'objectif de fluidification recherché. Mais cet article 2 comporte surtout un sujet qui focalise l'attention. C'est celui de la possibilité de déroger au principe de l'interdiction d'utiliser des produits contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, concrètement l'acétamipride. Seule substance de la famille des néonicotinoïdes approuvée au sein de l'Union européenne. Sur ce point, l'effet de l'article n'est ni plus ni moins que de replacer l'ANSES, et donc la science, l'évaluation scientifique, au centre de la prise de décision. Cette dérogation par décret ne vaudra pas autorisation d'utiliser des produits contenant de l'acétamipride. Le texte le prévoit clairement, il faudra encore que le produit contenant cette substance se voie délivrer une AMM, autorisation de mise sur le marché, et c'est là que l'on retrouve le rôle de l'ANSES, qui avait été écarté du sujet par le législateur en 2016. Le texte est strictement proportionné à l'objectif recherché, apporter une solution ponctuelle pour un usage précis à une filière qui ne dispose pas d'autre solution et qui se retrouve pénalisée par rapport à ses voisines européennes qui disposent, elles, de la dite solution. La Commission a rejeté dans le texte de l'article 2 une limitation à 3 ans de la durée d'application du décret de dérogation qui devra, en tout état de cause, être abrogé dès lors qu'une solution alternative apparaît. Enfin, la Commission des affaires économiques a inscrit dans la loi l'existence du comité des solutions chargé de recenser les filières en impasse et les méthodes pouvant constituer des alternatives crédibles, sans contraindre l'ANSES dans l'organisation de ses travaux. Il faut faire en sorte que cette agence dialogue avec l'ensemble des parties prenantes pour donner des perspectives à nos filières. L'article 3, dans la version adoptée au Sénat, visait à assouplir les modalités de consultation du public dans le cadre de la procédure d'autorisation environnementale telle qu'elle résulte de la loi dite Industrie verte de 2023, notamment pour les installations d'élevage. La Commission a souhaité prendre en compte la spécificité des installations d'élevage au regard des autres ICPE. Elle a décidé de rétablir l'écriture initiale du texte afin de revenir au régime antérieur à la loi Industrie verte. La Commission a également confirmé le relèvement des seuils applicables aux installations d'élevage porcin et avicole en lien avec la révision d'avril 2024, la directive IED, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2026. Afin de répondre à des préoccupations croissantes concernant les élevages de saumon en circuit fermé, la Commission s'est prononcée en faveur d'un moratoire de 10 ans. L'article 4 a été modifié par la Commission des affaires économiques pour rétablir une procédure de recours des éleveurs contre l'évaluation de leur perte de récolte en prairie par un indice. L'article 7 clarifie le fait que l'introduction dans l'environnement d'insectes stériles à des fins de lutte autocide doit toujours être soumise à autorisation préalable, comme pour les autres insectes non indigènes. Nous avons renforcé la procédure d'autorisation en y associant l'INRAE et le ministre de la Santé. Nous avons aussi interdit dans tous les cas l'utilisation d'insectes génétiquement modifiés. L'article 8, c'est une habilitation à légiférer qui a été largement modifiée. Enfin, l'article 9, créé par la Commission, double l'amende dont est puni le fait de déverser dans les cours d'eau des substances dangereuses. Ces débats, qui ont duré près de 50 heures, répartis entre la Commission des affaires économiques et la Commission du développement durable, ont examiné 900 amendements, dont 171 ont été adoptés. Ce chiffre dit tout de la densité du travail accompli et de la volonté de trouver des points d'équilibre, même sur un sujet sensible. En conclusion, je voudrais saluer l'esprit dans lequel les débats se sont menés en commission. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à Madame la Présidente Sandrine Lefeur, rapporteure pour avis de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous avons une responsabilité commune, c'est bâtir une agriculture résiliente, respectueuse du vivant et des générations futures. Dans un monde incertain où les ressources naturelles s'épuisent, où la parole scientifique est parfois remise en cause, ce devoir collectif est plus urgent que jamais. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui ne répond ni à cette exigence, ni aux attentes concrètes des agriculteurs qui nous demandent deux choses: vivre dignement de leur travail et être accompagnés pour s'adapter au réchauffement climatique. Ce texte, qui a été largement modifié, comporte bien sûr des points utiles, mais il suscite surtout de sérieuses inquiétudes et il ne doit pas servir de cheval de Troie pour affaiblir nos exigences environnementales. Réintroduire l'acétamipride, même partiellement, serait un recul pour la santé des pollinisateurs et la crédibilité de notre transition agricole. De même, la ressource en eau et les zones humides doivent être préservées. J'ai conscience des difficultés sur le terrain, nous devons y répondre, mais on ne peut pas sacrifier nos ambitions environnementales au nom de solutions de court terme. Mon engagement comme rapporteure du texte, comme présidente de commission et comme agricultrice, c'est de défendre une agriculture durable et résiliente. La Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire est saisie au fond des articles 5 et 6. Je veux remercier les députés de ma commission qui ont travaillé et amendé le texte dans une volonté commune de construire un texte respectueux du monde agricole et de nos engagements environnementaux. Je me réjouis de la suppression de l'article 5 par la Commission, car cet article était inacceptable, en particulier s'agissant des dispositions sur les zones humides. Il prévoyait la création d'une nouvelle catégorie de zones humides fortement modifiée. Ma position est ferme à ce sujet. L'urgence n'est pas de continuer à les dégrader, mais de les restaurer. Concernant le stockage, l'article 5 favorisait les ouvrages de stockage de l'eau et les prélèvements pour l'agriculture. L'octroi de dérogation d'une part à la protection des milieux aquatiques et de notre ressource en eau et d'autre part à la protection des habitats naturels. Il ne saurait être question de reconnaître toutes les retenues d'eau d'intérêt général, sans examen au cas par cas et en dérogeant aux obligations du droit environnemental. Toutes les retenues d'eau n'ont pas les mêmes impacts sur le cycle de l'eau. Je ne suis pas opposée à l'irrigation, elle est parfois nécessaire, mais elle doit s'inscrire dans une stratégie cohérente de transition agricole. L'article 5 ter, introduit en commission, représente une avancée considérable pour la protection de la santé humaine et des écosystèmes. Depuis 1980, plus de 14 000 captages d'eau potable ont été fermés, dont 45% pour cause de teneur excessive en nitrates et pesticides. Les études scientifiques se multiplient et mettent en évidence les liens entre exposition aux pesticides et augmentation des cancers, maladies neurologiques, troubles hormonaux et de fertilité. L'article généralise la délimitation des aires d'alimentation des captages et met en place des plans d'action pour protéger la qualité de l'eau. Il sera possible sur ces zones d'utiliser les alternatives efficaces déjà disponibles comme les produits de biocontrôle ou ceux autorisés en agriculture biologique. Revenir sur cette avancée en séance ferait courir un grave risque à la population. J'en viens maintenant aux autres articles additionnels après l'article 5 introduit en commission. J'y suis à titre personnel défavorable. Je considère d'abord qu'il impose aux agriculteurs et agricultrices des conditions trop drastiques pour accéder à la ressource en eau, notamment pour ceux qui réservent l'usage de l'irrigation à la seule agriculture biologique ou qui interdisent tout financement des ouvrages de stockage par les agences de l'eau. De plus, il convient de laisser au comité de bassin une liberté de planification et d'orientation pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. À ce titre, la motion adoptée à l'unanimité par le comité de bassin Loire-Bretagne, qui rassemble des associations environnementales, des représentants agricoles et des collectivités, à l'issue du débat autour de Sainte-Soline, rappelle avec force que le dialogue territorial est essentiel pour construire des solutions justes, adaptées et durables. Enfin, je le dis clairement, un retour à l'acétamipride, même à titre dérogatoire, n'est pas acceptable. Les risques pour les pollinisateurs
ainsi que les fortes présomptions de neurotoxicité et de perturbations endocriniennes pour la santé humaine sont trop préoccupants pour être ignorés. Je défendrai donc un amendement de suppression de ces dispositions. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. La parole est à Madame Aurélie Trouvé, présidente de la Commission des affaires économiques. Pour 5 minutes. Madame la présidente. Elle est bonne. Allez-y, Madame la présidente. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente rapporteure pour avis, mes chers collègues, notre Commission des affaires économiques a beaucoup travaillé sur cette proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Nous avons, du 13 au 16 mai dernier, eu des débats extrêmement constructifs et respectueux dont je me félicite, malgré l'existence d'importants désaccords. 17 heures de débat au sein de la Commission, sur seulement 6 des 8 articles, puisque 2 étaient délégués à la Commission du développement durable. Ces 17 heures étaient clairement nécessaires pour aboutir à un texte qui désormais comporte 26 articles. Ce climat constructif, respectueux, est bien éloigné, il faut le dire, des dégradations matérielles, des menaces, des violences inacceptables, malheureusement commises à l'encontre de certains de nos collègues parlementaires et de leur permanence. Ces dérives portent atteinte à notre démocratie et visent à remettre en cause l'indépendance des parlementaires. Elles ne sont pas tolérables. Et je ne doute pas que Madame la Ministre partagera ce point de vue par respect pour nos institutions et pour la souveraineté parlementaire. Notre commission a notamment décidé de supprimer les dispositions qui, dans le texte transmis par le Sénat, portaient atteinte à l'indépendance de l'ANSES, cette agence scientifique qui évalue et autorise ou non la commercialisation des pesticides. Je me félicite de ce vote qui prend le parti de faire primer la parole scientifique sur toute autre considération politique ou économique. Je déplore pour ma part que cette proposition de loi réintroduise la possibilité d'utiliser des néonicotinoïdes dont les risques sont très élevés pour la santé humaine, les écosystèmes, la pollinisation, les apiculteurs. J'ai cette conviction que le principe de précaution doit prévaloir. Et je sais que c'est une conviction partagée par de nombreux collègues et pas seulement à gauche. Loin de là, nous avons en 2007 donné valeur constitutionnelle à ce principe. Et in fine, si la France réintroduit un pesticide avec de tels risques, cela marquera un désaveu historique de cette ambition. Je sais bien sûr à quel point tout cela est sensible pour certaines filières agricoles, mais vous le savez, des alternatives existent, émergent, et le soutien de la puissance publique permettrait à la fois de soutenir ces filières et d'éviter un scandale sanitaire demain. Chers collègues, une autre agriculture est possible. Avons-nous déjà renoncé à la transition écologique? Je sais qu'une majorité d'agriculteurs veulent faire cette transition. Et vous le savez, pour qu'elle ne soit pas subie comme une punition, elle doit reposer sur un nouveau compromis, transition en échange de la protection. Protection contre les produits importés à bas prix qui ne respectent pas nos normes. Aide bien plus importante à l'agro-environnement, à l'agriculture biologique, aux jeunes installés, prix rémunérateurs, encadrement des marges des multinationales de l'aval, des batailles menées depuis des années provenant de divers bancs de l'Assemblée et que la majorité présidentielle s'est employée à couler à chaque fois. En réalité, les contraintes qu'invoque cette proposition de loi ne viennent pas de la protection du vivant, mais de 30 années de libéralisation des marchés qui mettent en danger la souveraineté alimentaire de notre pays. Et parlons de souveraineté nationale. Eh bien oui, car non, ce n'est pas à l'Europe de décider à notre place comment doit être protégée la santé de nos concitoyens. Nous ne surtransposons pas, nous décidons souverainement. Et nous devons être fiers de porter une telle ambition environnementale et sociale. Et nous devons nous en donner les moyens et en donner les moyens aux agriculteurs. Enfin,
Je déplore avec inquiétude la motion de rejet préalable du bloc présidentiel contre sa propre loi, empêchant tout examen en hémicycle de l'Assemblée. Tout le travail des commissions, les dizaines d'heures de débats fructueux entre députés sont jetés aux orties. Certes, vous avez fait des promesses, Madame la Ministre, à certains syndicats agricoles, mais elles n'engageaient pas l'Assemblée nationale, qui doit rester incontournable dans ces débats. C'est toujours un choix désastreux que d'enterrer le débat parlementaire. C'est un précédent inédit, dangereux. Nous aurions dû tous pousser dans le même sens. Qu'un texte de loi, ce texte de loi, nous donnions le temps nécessaire en hémicycle pour aboutir à la majorité sur des votes après débat éclairé. Et je regrette notamment que nous n'ayons pas pu aboutir à un vote sur un temps législatif programmé en conférence des présidents comme je l'ai suggéré. Je finirai en disant nos concitoyens retiendront que vous avez empêché nos débats sur des débats existentiels. Merci Madame la Présidente. À quoi servons-nous, messieurs, mesdames les députés? Merci, c'est terminé. J'ai reçu de messieurs Julien Dive, Laurent Wauquiez, Gabriel Attal, Marc Fesneau et Paul Christophe une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. Madame la Présidente Châtelain, vous avez un rappel au règlement sur la base de quel article, s'il vous plaît? Merci le Président. Un rappel au règlement au titre de l'article 100 sur la bonne tenue de nos débats. 40 amendements par député du groupe écologiste et social sur un texte qui est dangereux pour notre santé, pour notre environnement. Non, ce n'est pas de l'obstruction. Chacun de ces amendements était utile. Il concernait la réautorisation de l'acétamipride, la protection des agriculteurs contre la concurrence déloyale, la protection des agriculteurs qui souffrent de maladies professionnelles. Ces débats, le bloc gouvernemental et le Rassemblement national n'en ont pas voulu. Ils ont détourné, Monsieur le Président, la motion de rejet de son objet. Cette motion de rejet, elle est faite pour montrer son désaccord avec un texte. Et là, nous avons le rapporteur de ce même texte qui la présente pour empêcher des débats. Pour avoir les débats en conférence des présidents, le groupe écologiste et social a été d'accord de renoncer à son travail. Il a soutenu le temps programmé, c'est-à-dire qu'il a accepté que 68% du temps soit dédié au soutien du texte et de s'auto-limiter. Il a accepté de limiter son nombre d'amendements et je veux le dire. Pourquoi est-ce qu'il y a une motion de rejet? Vous avez peur d'un mot, c'est le mot cancer. Parce que c'est ça que fait ce texte. Merci Madame la Présidente. Merci. Mes chers collègues, sur ce sujet de l'organisation de nos débats, je prendrai au maximum une prise de parole par groupe. Au maximum, vous n'êtes pas obligé. Monsieur Fugit, s'il vous plaît, Monsieur Fugit, pour un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. C'est un rappel au règlement sur la base de l'article 100 pour la bonne tenue de nos débats. Je serai bref, mais je voudrais rappeler une chose à nos collègues de la France Insoumise et du groupe écologiste. Pour étudier ce texte, une autre voie que l'obstruction était possible. Je voudrais rappeler qu'en commission des affaires économiques, nous avons eu un débat de près de 20 heures, un débat qui a été à la fois sérieux et apaisé et qui a permis l'adoption du texte en commission des affaires économiques. Au groupe Ensemble pour la République, nous avons cru d'ailleurs jusqu'au bout qu'un débat serein serait aussi possible en séance publique. Mais vous avez déposé plus de 2000 amendements en quelques heures sur une proposition de loi qui compte à peine 10 articles. Vous avez donc fait le choix de refuser le débat en créant les conditions de son blocage. Tout à l'heure, en conférence des présidents, la présidente de l'Assemblée nationale vous a proposé de retirer nombre de vos amendements et de passer en temps législatif programmé. Vous n'avez voulu entendre parler ni de l'un ni de l'autre et vous avez ainsi fini de nous démontrer... Vous avez ainsi fini de nous démontrer à quel point vous méprisez le débat parlementaire. Écoute, Monsieur Fugit. S'il vous plaît. Vous nous avez démontré à quel point vous méprisez le débat parlementaire. Pareil. Et ce qui est encore plus grave, c'est que votre obstruction nous montre à quel point vous méprisez les agriculteurs eux-mêmes. Merci, Monsieur le député.
Madame la présidente Panot, pour un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Sur la base de l'article 100, Mesdames et Messieurs les ministres, après les 49.3 pour passer en force les budgets austéritaires, après le 49.3 pour passer en force la retraite à 64 ans, vous inventez une nouvelle forme de 49.3. Et on est en train de marcher sur la tête. On n'avait jamais vu un rapporteur qui présentait une motion de rejet sur son propre texte. Et cela vise à une seule chose, s'aborder un texte pour ne pas avoir une seule minute de débat dans cet hémicycle, ni un seul vote dans cet hémicycle sur des sujets plutôt majeurs, sur la santé des Français et des agriculteurs en premier lieu. Pour que tout le monde comprenne, si cette motion de rejet est adoptée, le texte repartira immédiatement au Sénat et tout sera réglé dans une commission mixte paritaire à huis clos et sans aucun débat devant les Français et les Françaises. Oui, vous avez peur de la démocratie. Collègues, jusqu'à quand accepterez-vous de sacrifier votre rôle de député? Car aujourd'hui, c'est ce texte. Demain, ce sera peut-être un autre. Vous êtes en train de créer un précédent extrêmement dangereux. Car si vous acceptez qu'une motion de rejet devienne un 49.3 contre l'Assemblée nationale, alors ce n'est plus vous, les députés, qui légiférez, mais la FNSEA qui fait sa loi. Alors, face à un coup de force antidémocratique, nous ne vous laisserons pas piétiner l'Assemblée nationale. Merci, et nous déposerons une motion de censure contre ce gouvernement. Bien, mes chers collègues, Monsieur Chenu, pour un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. C'est sur la base de l'article 58, parce que les rappels au règlement doivent évidemment rester des rappels au règlement. Je dirais que la technique de nos collègues de la France Insoumise, c'est évidemment, et on le voit bien, la technique du pourrissement. Hier, ils ont pourri le débat sur la réforme des retraites, empêchant la représentation nationale de voter et de repousser cette réforme que, soi-disant, ils combattaient, alors qu'ici, ils ont empêché le vote. Aujourd'hui, ils pourrissent un débat sur l'agriculture, parce qu'en réalité, ils détestent les paysans et les agriculteurs. Ils détestent la ruralité. Ils veulent voir notre pays sans un paysan. Ils veulent voir la ruralité disparaître. Mais au-delà de ça, la réalité, c'est qu'ils détestent la démocratie. Et leur manipulation démontre qu'ils détestent la démocratie et l'expression des Français. La parole est au président Boris Vallaud pour un rappel au règlement. S'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît, un peu de silence. Président, rappel sur le fondement de l'article 100 de notre règlement. Simplement pour que chacun ait conscience du fait qu'il y a dans cette manœuvre, dont le rapporteur même est à l'origine, un déni de démocratie grave sur des sujets qui préoccupent les Françaises et les Français, allez, nos agricultrices et nos agriculteurs. Non content de faire un grand mensonge à cela, en prétendant que la loi que vous vous apprêtez à repousser et à renvoyer dans finalement les couloirs sombres plutôt que dans le débat démocratique dans l'hémicycle, n'apportera pas un euro de plus dans la cour des fermes, puisque vous ne vous attaquez pas à la question des revenus. Ne permettra pas le moindre mètre cube d'eau supplémentaire qu'il nous faut partager. Ne permettra pas, parce que rien n'est prévu sur le foncier agricole, d'installer le moindre nouvel agriculteur, ni de défendre nos élevages, c'est-à-dire notre souveraineté alimentaire. Ce matin, en conférence des présidents, j'ai vu de la part de l'extrême droite, de la droite, du socle commun, un concours de lenteur pour ne pas répondre favorablement aux propositions qui avaient été formulées par d'autres groupes dont nous ne sommes pas, donc j'en parle de façon d'autant plus tranquille, de retirer un certain nombre d'amendements pour autoriser le vrai débat ici, c'est-à-dire l'exercice de la démocratie. Bien, mes chers collègues, avant de donner la parole à Monsieur Julien Dive pour présenter la motion de rejet préalable, je voudrais rappeler que les conditions d'examen de cette proposition de loi ont fait l'objet d'échanges durant tout le week-end. La conférence des présidents, ça a été dit, a été spécialement réunie à ce sujet à 15 h. Elle n'est pas parvenue à une solution qui conviendrait à tous.
Chacun, en tout cas toutes celles et ceux qui souhaitaient l'exprimer, ont désormais pu faire entendre leur point de vue. En conséquence, à partir de maintenant et jusqu'au vote sur la motion de rejet préalable, je n'accorderai plus la parole pour des rappels au règlement. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole pour un maximum de 15 minutes. Vous aurez évidemment des explications de vote de 2 minutes maximum par groupe. Monsieur le rapporteur. Chut, allez, on écoute. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, Madame la Présidente de Commission, chers collègues, j'aurais aimé un débat constructif, j'aurais aimé confronter nos arguments, croiser nos visions, comme nous avons su le faire en commission. Des échanges parfois vifs, souvent exigeants, mais toujours respectueux. J'aurais aimé entendre les arguments de fond de chacun, vous répondre, construire là où c'est possible, assumer nos divergences là où elles existent. J'aurais aimé que les agriculteurs, en suivant nos travaux aujourd'hui, perçoivent un Parlement à la hauteur de leurs attentes, capable de parler de leur quotidien avec sérieux, lucidité et responsabilité. Et nous étions sur cette voie. En commission, le dialogue a existé. Surtout, il a été ouvert. 52% des avis favorables que j'ai rendus ont concerné des amendements portés par la gauche. Article par article, cette proposition de loi a été travaillée. Il ne s'agissait pas d'un texte verrouillé, mais d'une base perfectible, amendable, construite dans un esprit d'ouverture. Il y avait la place pour échanger et une volonté manifeste de dialoguer. L'esprit qui a guidé notre travail était celui d'une construction partagée. Nous n'avons pas défendu un texte figé, monolithique ou partisan, nous avons défendu une méthode, c'est-à-dire l'écoute, la confrontation utile et le progrès par le désaccord. Ce texte, je l'ai porté depuis le mois de mars, comme un artisan attentif à ce que chacun puisse y apporter sa pierre. J'ai accepté les auditions que vous m'avez proposées. J'ai accepté les amendements de tous les bancs. J'ai formulé des compromis. J'ai tenu compte des préoccupations exprimées. Et pour rappel, près de 50 heures de débat dans les deux commissions ont été nécessaires pour examiner plus de 900 amendements, dont 171 ont été adoptés encore une fois. Un article a même été voté à l'unanimité, témoignant de notre capacité à converger lorsque les conditions d'un vrai débat sont réunies. Or, ce travail aurait pu se poursuivre ici, dans l'hémicycle. Il aurait pu être le prolongement du dialogue. Il aurait pu aussi montrer à nos concitoyens que face à une attente si forte du monde agricole, le Parlement s'est élevé au-dessus de ses réflexes partisans. Mais cet esprit d'ouverture a été sciemment ignoré, balayé, nié. Ce n'est ni une confrontation d'idées, ni un désaccord assumé et respectueux. Ce à quoi nous faisons face, c'est une stratégie d'obstruction délibérée, une obstruction massive, revendiquée, assumée, méthodique, qui instaure une rupture de confiance. 3500 amendements ont été déposés, dont 1200 propositions qui créent des articles additionnels, soit une loi désormais de plus de 1200 articles. Non pour enrichir le texte, mais pour l'asphyxier, pour désintégrer le débat. Non pour exercer loyalement le droit d'opposition, mais pour saturer volontairement notre temps parlementaire. J'appelle cela du sabotage organisé. Un sabotage organisé par la France insoumise et les écologistes, qui refusent le débat dès lors qu'il ne leur est pas acquis. Et parmi ces milliers de propositions, que trouve-t-on? Un véritable catalogue de provocations déguisées en procédure. Le tour de France des départements à exclure du texte, un par un, pour faire gonfler artificiellement la liasse. Pas moins de 94 amendements identiques, simplement déclinés au nom de quasiment chaque département. Des amendements rédactionnels qui consistent par exemple à remplacer les mots « un mois » par « 30 jours ». D'autres fixant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 3 au 1er janvier 2100, puis en repli au 1er janvier 2099, puis en repli au 1er janvier 98, puis en repli au 1er janvier 2097, etc. D'autres encore qui réclament l'ajout de « et agente » après le mot « agent », comme si le problème du monde agricole était une affaire de typographie. Et la liste ne s'arrête pas là. Doublons volontaires, rédite vide de sens, empilement absurde. Le ridicule ne tue pas, mais il finit par étouffer la parole publique. Est-ce vraiment cela votre conception du débat parlementaire? Ne nous y trompons pas. Cette obstruction ne se limite pas aux amendements, car nous savons bien que certains sont prêts à user de toutes les armes du règlement pour ralentir encore les travaux. Rappel au règlement en série, demande de suspension de séance, les sous-amendements à foison, multiplication d'interventions de forme, autant d'artifices destinés non pas à enrichir le débat, mais à l'épuiser. Et que dire du fait que depuis 72 heures que cette motion est déposée, pas un seul de ces amendements d'obstruction n'a été retiré.
Si la volonté avait été de permettre un débat, le signal aurait dû être donné dès samedi, rien n'a été fait. Faut-il rappeler que LFI et les écologistes ont déposé une quinzaine de motions de projets préalables depuis 2022 et qu'ils avaient d'ailleurs déposé une motion sur ce texte la semaine dernière avant de se rétracter, sans jamais remettre en cause la légitimité de cet outil. C'était pour eux une expression normale de leur opposition, un levier institutionnel comme un autre, mais aujourd'hui, parce que cette motion émane d'un autre banc, elle deviendrait soudain une menace pour la démocratie parlementaire. Il y aurait donc des bonnes motions et des mauvaises motions, des motions recevables et d'autres qui ne seraient qu'en fonction de ceux qui les proposent. Certains en sont même venus qualifier ce texte de tous les noms, à le tordre, le caricaturer, comme si l'exagération pouvait combler le vide argumentatif. Mais puisque les mots ont un sens, pour reprendre une formule que vous aimez tant inscrire dans vos exposés sommaires, alors utilisons-les à bon escient. Que reste-t-il quand on refuse d'argumenter et qu'on rejette tout compromis? Il reste la posture. Mais les effets de manche, aussi maîtrisés soient-ils, ne font pas vivre une exploitation. C'est pourquoi, avec les 4 présidents de groupe, M. Laurent Wauquiez, M. Gabriel Attal, M. Marc Fesneau, M. Paul Christophe, j'ai choisi de déposer cette motion de rejet préalable. Elle est devenue une nécessité imposée par les circonstances. En effet, l'article 91, alinéa 5 du règlement de notre Assemblée, prévoit que cette motion peut être déposée lorsqu'il est décidé qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Or, face à une obstruction massive, méthodique, manifeste de 3500 amendements dont bon nombre visent manifestement à entraver le débat plutôt qu'à l'enrichir, il est devenu impossible de mener une délibération sereine et constructive. Ce n'est d'ailleurs pas une première dans l'histoire parlementaire. En 1995, le Sénat avait eu recours à une question préalable dans un contexte d'obstruction et le Conseil constitutionnel avait explicitement validé cette décision au nom du bon déroulement du débat démocratique et du fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels. Ce précédent rappelle que lorsqu'une stratégie d'asphyxie est mise en œuvre, il est légitime et même parfois indispensable de mobiliser les outils procéduraux à notre disposition pour rétablir les conditions d'un débat véritable. Il convient donc de mettre fin à une paralysie orchestrée qui nuit à l'intérêt général et en particulier à celui du monde agricole. Chacun use des outils qui lui offrent le règlement. LFI et les écologistes ont choisi l'obstruction, nous choisissons la responsabilité. Et je le redis solennellement, cette motion n'a pas pour objet de clore la discussion, mais de permettre qu'elle ait lieu dans des conditions dignes et respectueuses. Le débat n'est pas bloqué, au contraire, nous cherchons à le rendre possible. Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter en faveur de cette motion, non pas pour faire taire un camp, mais pour rendre à notre Assemblée sa capacité à travailler clairement, utilement, dans le respect de celles et ceux pour qui nous sommes ici. Car derrière ce texte que nous avons travaillé en commission, derrière chaque amendement que nous avons examiné, il y a ce que vivent au quotidien les agriculteurs et que nous avons le devoir de prendre en compte sans filtre idéologique ni simplification commode. Tous sont aujourd'hui confrontés aux mêmes pressions, une inflation réglementaire, des charges qui explosent, des revenus qui s'effondrent, des décisions administratives souvent incohérentes. Ils travaillent sans relâche, week-end compris, parfois même dans la peur d'un contrôle injuste, la peur de ne pas pouvoir honorer une échéance, la peur de devoir arrêter. Leur quotidien est fait de décisions immédiates, de coups durs, de solitude aussi. Et que leur répond-on aujourd'hui? Un rideau d'amendements, un mur procédural, une obstruction méthodique. Mais quel message, quel message! Je ne dirais pas que c'est une insulte, mais c'est un mépris. Et je refuse qu'on méprise la souffrance d'une profession sous prétexte qu'elle ne rentre pas dans certains dogmes. Je veux enfin inviter chacun d'entre vous à faire ce que nous devrions tous faire en pareille circonstance. Aller à la rencontre des premiers concernés par ce texte, les agriculteurs. Ils vous attendent aujourd'hui. Ils vous attendent aux portes de l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas des milliers, non, car si beaucoup ne font pas le déplacement, ce n'est ni par désintérêt ni par résignation. C'est parce qu'ils sont chez eux, à tenir debout, une exploitation qui ne peut pas attendre. Ceux qui viennent le font parfois au détriment de leur culture ou de leurs bêtes, simplement pour nous dire qu'ils attendent que cela avance, qu'ils ne supportent plus qu'on recule à force d'artifice. On peut passer des heures ici à s'affronter sur des amendements sans contenu, déposés uniquement pour bloquer. Mais rien, je dis bien rien, ne remplacera jamais un échange avec ceux pour qui nous légiférons. Alors allez les voir, prenez ce temps-là, écoutez-les. Demandez-vous honnêtement si le Parlement peut encore se permettre ce sabotage. À ceux qui, depuis ces bancs, ont déposé des milliers d'amendements pour ralentir ce texte, je pose une question simple.
Êtes-vous prêt à regarder un agriculteur droit dans les yeux et à lui dire que son quotidien peut encore attendre parce que le calendrier parlementaire doit servir vos manœuvres? Ces colères que vous entendez aujourd'hui ne doivent pas rester sans suite. Je veux ici dire que le travail ne s'arrête pas là, qu'il se poursuivra jusqu'au bout dans l'esprit qui nous a guidés jusqu'alors. Par conséquent, je me porte garant de défendre, lors de la commission mixte paritaire, les amendements issus de notre travail en commission. Et je le dis aux députés de tous les bancs, je suis prêt à continuer ce travail avec ceux qui veulent encore avancer. Ce texte n'est pas figé, il a été construit, modifié, équilibré. Il est perfectible, bien sûr, mais il est attendu. Je serai donc à l'écoute de tous les parlementaires prêts à construire un texte pour les agriculteurs, pour ceux qui innovent, pour ceux qui cherchent à transmettre et pour ceux qui souvent hésitent à continuer. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame la ministre, est-ce que vous souhaitez prendre la parole sur cette motion? Madame la ministre. Madame la ministre. Chut. Madame la ministre, puis Madame la présidente de commission. C'est dans cet ordre-là. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. On sait tous qu'avec 3500 amendements, le texte ne peut pas aller au bout. Et c'est précisément ce que vous souhaitez. Vous ne voulez pas que le texte aille jusqu'au vote. Et c'est bien là qu'est le problème. Et vous en convenez. Donc, le gouvernement prend Allez-y, Madame la ministre. De cette obstruction. Tout le débat est de savoir si une minorité a le droit de vie ou de mort sur un texte. Tout le débat est de savoir si une majorité de députés peut faire aller jusqu'à son terme un texte de loi qu'il soutient. Voilà. Donc vous y avez répondu. Nous considérons dans ce cas que nous comprenons la volonté des 4... Écoutez, Madame la ministre, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, on écoute Madame la ministre. Nous comprenons parfaitement la décision qui a été prise par les 4 présidents de groupe de cette motion de rejet présentée par Julien Dive. Je trouve personnellement assez savoureux, Madame la présidente de la commission des affaires économiques, que vous accusiez les parlementaires d'enterrer le débat. Non, mais c'est vraiment l'inversion de la charge de la preuve. Vous ensevelissez le débat sous une montagne d'amendements et vous accusez autrui de ce dont vous faites la démonstration précisément. Donc le gouvernement s'en remet à la sagesse souveraine de l'Assemblée nationale. Si le respect des agriculteurs passe par une motion de rejet, des agriculteurs passe par une motion de rejet, préalablement à une CMP que le gouvernement espère conclusive, le gouvernement le comprend parfaitement. Merci, Madame la ministre. Madame la présidente de la commission, vous avez la parole. Merci. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur et Madame les rapporteurs. D'abord, je voudrais répondre à Monsieur Chenu quand il dit « vous n'aimez pas les paysans ». Je crois que personne ne peut ici accuser un groupe parlementaire de ne pas aimer les agriculteurs. On écoute la présidente. Simplement, tout le monde ici, je pense, a conscience des problèmes rencontrés par les agriculteurs. Et combattre la loi du plomb, c'est aussi vouloir empêcher des agriculteurs d'être victimes de cancers liés aux pesticides. Et sachez-le, il y a aujourd'hui dans cette enceinte des agriculteurs victimes des pesticides qui ont été invités, des familles de proches, des familles d'agriculteurs qui ont été tués par des pesticides. Donc non, nous ne pouvons pas dire que tous ceux qui combattent la loi du plomb sont contre les agriculteurs, bien au contraire. Je rappelle que toute l'Union des apiculteurs est contre cette réintroduction de néonicotinoïdes. Dites-vous qu'ils sont contre les agriculteurs, ces apiculteurs?
La Confédération paysanne est contre la loi du plomb. Est-elle... Mais quel que soit ce qu'on pense de tel ou tel syndicat, on ne peut pas dire à un syndicat qu'il est contre les agriculteurs, enfin. Donc, je reviens à cela, évitons les anathèmes qui, à mon avis, n'ont pas de sens. J'arrive maintenant, puisque à la question donc gravissime, à mon avis, de cette motion de rejet qui est déposée. Je veux rappeler ce qui s'est passé en conférence des présidents. Pour ma part, j'ai suggéré un vote sur un temps législatif programmé. Ce vote, évidemment, il suffisait d'une majorité de présidents de groupe pour que il puisse y avoir un temps législatif programmé. Et ça résolvait toute la question, puisque bien évidemment, ça faisait tomber des milliers d'amendements. De fait, malheureusement, je constate que nous n'avons pas pu aboutir à ce vote sur le temps législatif programmé, et je le regrette bien. Pourquoi notamment le bloc présidentiel n'a pas soutenu ce vote sur un temps législatif programmé. Voilà. Eh bien, j'arrive à l'interprétation. N'est-ce pas un moyen de revenir à la version du Sénat qui fait que, par exemple, les articles 5 et 6 qui ont été repoussés par la Commission du développement durable, eh bien ça se soit jeté aux orties? N'est-ce pas le moyen que dans l'article 2, le fait qu'on ait voté contre la remise en cause de l'indépendance de l'ANSES, n'est-ce pas un moyen de dégager cela? Et je le dis, si on vote la motion de rejet, alors par exemple ce vote, et là je m'adresse notamment aux députés qui ont voté contre une partie de l'article 2, voter la motion de rejet, c'est remettre en cause ce vote de la Commission des affaires économiques qui défend l'indépendance de l'ANSES. Voilà. Et je finirai par une chose sur la démocratie parlementaire. Si nous ne sommes pas capables de débattre en hémicycle de ce qui concerne la santé des agriculteurs, la santé des concitoyens, à quoi servons-nous, chers collègues ? Merci, Madame la Présidente. Je vous annonce que sur la motion de rejet, j'ai été saisi du groupe de la France Insoumise d'une demande de scrutin public que j'annonce dans l'enceinte de l'Assemblée. Mais avant, évidemment, on va passer aux explications de vote. 2 minutes maximum. Monsieur Topiak, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous ne pouvons que regretter l'impasse dans laquelle nous sommes et qui aurait été si facile à éviter. Retirer des amendements, accepter le temps législatif programmé, s'engager pour un débat respectueux dans l'écoute de chacun. Voilà des solutions à mettre en œuvre et que nous défendions. Leur mise en œuvre nous aurait permis de sortir par le haut de cette situation et d'apporter aux agriculteurs les réponses qu'ils attendaient depuis si longtemps. Nous n'avons aujourd'hui plus qu'un seul choix, c'est voter pour ou contre une motion de rejet. Alors que le travail parlementaire devait être fait de mesures et de compromis, nous voilà privés et de l'un et de l'autre. Car nous le savons, en votant la motion de rejet, nous repartirons de la version sénatoriale. Et nous sommes nombreux à considérer que cette version méritait d'être retravaillée pour offrir davantage de garanties environnementales. En commission, notre groupe a voulu défendre une position d'équilibre et de compromis, avec quelques succès. Car s'il nous faut préserver notre souveraineté alimentaire et répondre aux difficultés de nos agriculteurs, nous devons également entendre la légitime inquiétude de nos concitoyens inquiets de la préservation de leur santé et de l'environnement. Alors nous tenons à vous alerter. Si cette motion était adoptée, ceux qui siègent en commission mixte paritaire devraient veiller à revenir à une position équilibrée, à l'image des débats que nous avons eus en commission des affaires économiques. Dans l'hypothèse inverse, ce texte pourrait ne pas être adopté dans sa version finale, retour dans l'hémicycle. C'est avec cette vigilance et ces mises en garde que nous acceptons aujourd'hui, et avec regret, pour une majorité d'entre nous, de voter cette motion de rejet. Cela fait trop longtemps que les agriculteurs attendent. Il est temps que la loi poursuive son chemin législatif. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Julien Brugerolles pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. Merci, monsieur le président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, avec cette motion de rejet, vous projetez de museler notre Assemblée et de dessaisir les députés de leur droit le plus fondamental, amender, débattre et voter. C'est un coup de force inédit contre la représentation nationale. Un coup de force dont le principal objectif est en réalité d'écarter du débat parlementaire
les vrais sujets qui minent notre agriculture. Car l'initiative sénatoriale de cette proposition de loi n'est pas seulement démagogique, elle nous détourne des causes profondes des difficultés que rencontrent nos agriculteurs. Votre motion de rejet nous prive d'un débat sur la question centrale des prix et des revenus et de la répartition de la valeur ajoutée. Votre motion de rejet nous prive d'un débat sur la protection réelle de nos producteurs contre les importations de produits ne répondant pas à nos exigences sociales, environnementales et sanitaires. Votre motion de rejet nous prive d'un débat sur la mise en place d'un vrai régime public d'assurance contre les risques climatiques, sanitaires et environnementaux. Tous ces sujets méritaient une grande loi d'orientation et de programmation agricole, mais ils ont été soigneusement évacués de la loi dite d'orientation pour la souveraineté alimentaire. Monsieur le rapporteur, chers collègues, en choisissant finalement de contourner l'Assemblée sur ce texte, vous privilégiez la déréglementation et la dérégulation à la protection de notre agriculture et de nos agriculteurs. Vous poursuivez ainsi les dérives libérales les plus préjudiciables à la durabilité de notre agriculteur. Nous en sommes convaincus, plus nous alignerons la baisse de nos exigences sur celle des pays moins-disants, moins nous disposerons de leviers et de forces pour protéger nos agriculteurs et notre souveraineté alimentaire. C'est pourquoi les députés du groupe GDR voteront résolument contre cette motion de rejet. Merci, monsieur le député. La parole est à Brigitte Barège pour le groupe UDR. Merci, monsieur le président, madame la ministre. Quand j'ai décidé d'essayer de rempiler aux élections législatives en 2024, j'étais animée par la volonté de participer au redressement de la France, tellement abîmée par l'avènement successif de François Hollande et Emmanuel Macron, et surtout par leur cortège de penseurs dogmatiques, 6 sur 2 persuadés apporter de la modernité à notre France éternelle. Nos terroirs ont été les premières victimes. À cause de l'agriculture, notre fleuron international, excédentaire à l'export, est aujourd'hui en fin de vie. Le mot n'est pas trop fort. Grâce à Ségolène Royal et tant d'autres, au prétexte de sauver la planète, on a achevé nos paysans et bientôt nos paysages. Et pourtant, nos agriculteurs ont fait des efforts. Ils ont essayé de s'adapter à toutes ces normes. Dans mon département, le Tarn-et-Garonne, premier exportateur de pommes, de prunes, de noisettes, les arboriculteurs ont modifié leur système d'irrigation en passant de l'aspersion au goutte à goutte. Mais comment peut-on encore soutenir qu'il pourrait se passer d'eau? Ils ont aussi remplacé leur traitement phytosanitaire par la lutte raisonnée. Mais comment comprendre et accepter qu'à quelques kilomètres de l'autre côté des Pyrénées, les Espagnols continuent à utiliser des produits interdits en France? Résultat, aujourd'hui, de cette absurdité, nos cerisiers sont ravagés par la mouche, les pommes et les noisettes par le puceron cendré et la punaise diabolique. Trop de normes, trop de défiance. Le faux procès sur les abeilles en est l'illustration. Non, il ne s'agit pas de réintroduire tous les néonicotinoïdes. Seulement l'un d'eux qui est autorisé dans toute l'Europe jusqu'en 2033, l'acétamipride. Et le vrai prédateur des abeilles, c'est le frelon asiatique. L'abeille est reine dans nos vergers, car elle nous pollinise. Cette concurrence déloyale depuis tant d'années fait qu'aujourd'hui, nous sommes passés du premier rang d'exportateurs de pommes au monde au 9e rang. Dès lors, on importe et on consomme en France des fruits qui sont traités par des produits interdits ailleurs. Il faut arrêter cette folie. Voilà pourquoi nous voterons la motion de censure, la motion de rejet, car le monde agricole n'a pas besoin... Merci, madame la députée. La parole est à madame Hélène Laporte pour le groupe du Rassemblement national. Merci, monsieur le président. Ce n'est un secret pour personne. L'agriculture française souffre. Les agriculteurs ne cessent de nous le rappeler. Il est impossible de survivre en subissant des contraintes plus lourdes qu'ailleurs en Europe, tout en affrontant une concurrence faussée. Depuis des années, ils attendaient un véritable allègement normatif plutôt que des mesures cosmétiques telles que celles contenues dans la dernière loi d'orientation agricole. La proposition de loi déposée le 1er novembre, adoptée le 27 janvier au Sénat, répond enfin à cette attente, avec des mesures concrètes, au premier rang desquelles la fin de la surtransposition française sur l'acétamipride,
Nous déplorons 65% de pertes de récolte de noisettes en 2024. 60% des fruits consommés en France sont issus de l'importation. Il est urgent d'agir pour permettre à nos producteurs de continuer à nous nourrir. En 25 ans, la France est passée de second au 6e rang mondial des exportateurs agricoles. À cause de l'ambiguïté et de l'embarras du gouvernement et du groupe majoritaire, l'examen du texte a été repoussé à de multiples reprises. Une preuve de plus que pour vous, le combat pour l'égalité des armes en agriculture n'est pas une priorité. En commission, nos agriculteurs ont fait l'amer constat de l'absentéisme du camp présidentiel et des LR d'ailleurs dans le cadre de la commission du développement durable et de l'acharnement de la gauche à détricoter le texte. Aujourd'hui, ce sont les socialistes qui brillent par leur absence. Alors, grâce au groupe Rassemblement national, seul assidu et à prendre la cause agricole au sérieux, les dispositions essentielles ont pu être préservées et la catastrophe ainsi évitée. Désormais, la stratégie de la gauche est claire, l'obstruction. Avec près de 2400 amendements dilatoires des groupes écologistes et LFI, une discussion sereine est devenue impossible. Dans ces conditions, l'adoption de cette motion est le seul moyen de poursuivre les travaux dans un cadre acceptable. Nous voterons cette motion et cette motion ne peut passer que parce que le Rassemblement national la vote. Nos agriculteurs ont trop attendu. Certains ici les abandonnent, d'autres les combattent. Nous, au Rassemblement national, nous sommes à leur côté à défendre notre souveraineté alimentaire. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Anne-Sophie Ronceret pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Chaque recul sur cette proposition de loi est une claque supplémentaire pour celles et ceux qui déjà tiennent debout par devoir plus que par espoir. Ces mots, ce sont ceux d'un agriculteur de ma circonscription et ils disent tout. Nos agriculteurs n'ont pas attendu les crises pour nous alerter. Trop de normes, trop de contrôles, trop d'injonctions contradictoires. Car oui, mes chers collègues, ce texte, c'est une réponse claire pour leur permettre d'exercer leur métier dans des conditions dignes et durables. Stop à l'interdiction sans solution. Stop à la surtransposition qui empêche nos agriculteurs de disposer des mêmes conditions que leurs homologues européens. Contrairement à ce que certains prétendent, il ne s'agit pas non plus d'opposer l'agriculture à l'écologie, mais sortir de l'idéologie pour passer des discours aux actes. Aujourd'hui, nous avons l'agriculture la plus saine au monde. Nous devons leur donner les moyens de continuer à produire, à s'adapter, à transmettre et à innover. Avec mon collègue Jean-Luc Fugit et dans un travail concerté avec notre groupe, nous faisons le choix de sortir de cette impasse parce que nos agriculteurs méritent notre respect et notre soutien. Ils attendent des actes, pas des postures politiques. Mais aujourd'hui, le débat est dévoyé. Plus de 3400 amendements ont été déposés, bloquant inexorablement son examen. Ce que nous rejetons aujourd'hui, c'est l'obstruction organisée par les écologistes, la France insoumise et leurs alliés aux dépens de nos agriculteurs et de notre souveraineté alimentaire. C'est pourquoi voter cette motion, ce n'est pas renoncer au texte, mais au contraire permettre d'avancer. C'est affirmer que l'agriculture française est une priorité et que notre responsabilité ici, c'est d'apporter des réponses concrètes et pragmatiques comme nous l'avons fait en commission. C'est pourquoi le groupe Ensemble pour la République votera cette motion de rejet. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Mathilde Dignet pour le groupe de la France Insoumise. Merci Monsieur le Président. L'année dernière, pendant la mobilisation des agriculteurs, Marie-Thérèse disait « Il faut être juste pour la rémunération, faire appliquer la loi ». Un président de la FNSEA qui détient aujourd'hui 700 hectares, ça interroge. Nous en avions 20 avec Raymond. Raymond qui avait son slogan « Pas de pays sans paysans serait très malheureux ». Raymond Lacombe, le mari de Marie-Thérèse, était président de la FNSEA. Ce témoignage ne réclame pas plus de néonicotinoïdes ou de mégabassines pour aider les agriculteurs et les agricultrices. Marie-Thérèse Lacombe le rappelle régulièrement. Le collectif a été la solution pour faire évoluer l'agriculture. Y a-t-il une disposition encourageant le travail en collectif, améliorant le revenu agricole dans cette loi écrite par Arnaud Rousseau? Non, rien,
rien que de la compétition au profit d'une minorité d'agriculteurs et d'agricultrices. Le 17 mars, Pierre Alessandri est assassiné dans sa ferme en Corse. En 2023, Paul François, paysan charentais, est violemment agressé à son domicile après avoir fait condamner Bayer pour son intoxication aux produits chimiques. Et ces paysans bretons, intimidés pour avoir posé des questions sur l'enrichissement de certains de leurs dirigeants. En Bretagne, en Corse, en Charente, c'est la violence contre les paysans qui est la première contrainte à l'exercice du métier d'agriculteur. Et que fait le gouvernement? Rien. Que propose cette loi pour lever les contraintes? Réautoriser des pesticides dangereux pour la santé et la biodiversité, favoriser l'agrandissement des élevages. Par contre, rien pour des prix rémunérateurs garantis et l'encadrement des marges. Rien sur le foncier, sur la concurrence déloyale accentuée par les accords de libre-échange. Pire, le sénateur Duplon pointe une agriculture de l'assistanat. Voilà comment les majors de la FNSEA considèrent leurs collègues agriculteurs. La loi Duplon ne profite qu'à l'agrochimie et à l'agrobusiness. Elle symbolise l'un des derniers soubresauts de l'agriculture industrielle. Pour tous les autres, cette loi représente un danger. Avec cette motion de rejet, vous piétinez la voix des paysans et des paysannes qui s'opposent à ce texte. Vous piétinez la voix et la mémoire des victimes de pesticides, agriculteurs, salariés, riverains. Vous tremblez face au lobby. Merci, Madame la députée. Non. Vous ramassez ça, s'il vous plaît, tout de suite. Vous le savez, les manifestations de ce type sont proscrites dans l'hémicycle. Je vous demande de ranger tout ça, s'il vous plaît. Franchement, c'est pas du niveau de la représentation nationale. Chut. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on écoute l'explication de vote de Madame Mélanie Thomas pour le groupe du Parti socialiste. Allez-y, Madame la députée. Allez-y, Madame la députée. Ça va, c'est bon, ça va. Mes chers collègues, j'ai déjà eu l'occasion, et je vais le redire au micro parce que vous ne m'avez pas entendu visiblement, de rappeler que ce genre de manifestation était proscrite dans l'Assemblée nationale, que je les réprouverai. J'aimerais désormais qu'on puisse écouter dans le calme Madame Mélanie Thomas. Vous avez la parole. Et vous seule. Allez-y, Madame la députée. Non, mais s'il vous plaît. Non. Allez, on se calme, on écoute Madame la députée. Elle seule a la parole. Allez-y. Allez-y. Vous ne laissez pas distraire. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. La situation dans laquelle nous nous trouvons est grave. Nous sommes appelés à nous prononcer sur une motion de rejet déposée par les propres artisans d'un texte incendiaire, soutenus dans leur volte-face par ceux qui leur ont tenu la plume et semblent vouloir dicter la loi à la place des députés. Nous n'acceptons pas ce scandaleux jeu de dupes. Le parti politique, arrivé dernier aux élections législatives de 2024, dicte désormais l'ordre du jour de l'Assemblée nationale depuis le palais du Luxembourg. Il faudrait en plus que les députés s'écrasent et renoncent à leur droit de débattre. Dans quelle démocratie saine et mature la Chambre des députés est-elle condamnée au silence? Qui plus est pour réintroduire un pesticide interdit et sans aucun avis scientifique. Chers collègues du socle commun, quand allez-vous prendre conscience du glissement populiste que vous générez et qui abîme chaque jour un peu plus notre démocratie? Si le groupe socialiste est opposé à cette proposition de loi, nous n'avons en aucun cas adopté une posture dogmatique et sommes restés ouverts au débat. Mais nous avons également posé des lignes rouges. Sur la réintroduction de l'acétamipride, vous le savez très bien, la réponse ne peut pas être un retour en arrière avec des risques avérés pour la santé humaine, celle de nos enfants, et environnementale pour la survie des abeilles, pour la biodiversité, pour nos biens communs. Nous avons des propositions
pour protéger la science, les prérogatives de notre agence sanitaire, pour organiser des plans de sortie dans l'usage des phytos, pour la démocratie de l'eau. Cette proposition de loi n'apportera aucune réponse de fond aux difficultés rencontrées par les agriculteurs, falaises démographiques et murs climatiques. Aussi, nous plaidons pour ce que vous ne faites pas. Travailler au revenu agricole, à une grande loi foncière, à la relève des générations, contre les concurrences déloyales. Madame la ministre, nous nous battrons dans les prochains jours pour dénoncer vos méthodes, faire triompher le bon sens scientifique, apporter des solutions concrètes aux tensions sociales dans le monde agricole. Le groupe socialiste s'oppose au bâillonnement de l'Assemblée nationale, ni sous la dictature de l'opinion, ni sous celle du marché. Merci. Nous voulons travailler, nous voulons proposer. La parole est à Monsieur Guillaume Lepers pour le groupe de la droite républicaine. Merci. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Aujourd'hui, j'ai honte. J'ai honte de la situation dans laquelle nous sommes et de l'image qu'encore une fois, notre Assemblée va renvoyer. S'il vous plaît. Une fois de plus, collègues de la France Insoumise et des écologistes, vous bordélisez cet hémicycle. Les Français nous regardent. Le monde agricole nous regarde. Il est inquiet, il attend des solutions pour ne pas disparaître dans les 10 prochaines années. En janvier 2024, les manifestations agricoles ont éclaté dans mon département, le Lot-et-Garonne. J'étais alors maire et j'ai vu, entendu, ressenti la détresse de nos agriculteurs. Ce texte entend traiter cette détresse d'une profession qui veut vivre de son travail et non des subventions de la PAC. Chers collègues, on ne peut pas se revendiquer défenseurs des agriculteurs et empêcher qu'ils aient accès à l'eau, qu'ils puissent utiliser les mêmes outils de leurs concurrents européens, qu'ils puissent développer leur élevage afin d'assurer notre souveraineté alimentaire. Quand bien même cette motion de rejet échoue, nous ne pourrons pas mener ce débat, car en déposant des milliers d'amendements, vous avez sciemment organisé l'impossibilité d'examiner ce texte. Vous choisissez la politique politicienne plutôt que le débat d'idées. Ce n'est pas pour ça que je me suis présenté en juin dernier. Ce n'est pas pour ça que les Lot-et-Garonnais m'ont élu et ce n'est pas pour ça que vos électeurs votent pour vous. Chers collègues, si les Français ont élu une Assemblée nationale sans majorité absolue, c'est pour que l'on travaille ensemble, que l'on trouve des compromis en déposant ces milliers d'amendements. Vous refusez tout compromis, vous refusez le débat, vous faites le choix de l'obstruction plutôt que de la discussion. Avec Laurent Wauquiez, le groupe droite républicaine se tiendra toujours aux côtés des agriculteurs. Alors mes chers collègues, ce n'est pas pour rejeter ce texte, mais pour rejeter son obstruction que le groupe droite républicaine votera avec déchirement favorablement la motion du rapporteur. Merci. La parole est à Madame Delphine Batho pour le groupe écologiste et solidaire. Merci, Monsieur le Président. Il n'y a aucun exemple, absolument aucun, dans les annales de l'Assemblée nationale, du détournement de procédures flagrant et manifestement abusif, de la motion de rejet, non pour s'opposer au texte, mais pour approuver celui du Sénat et mettre fin au débat avant même que le moindre argument écologiste ait pu s'exprimer. C'est sans précédent sous la Ve République. Cela en dit long sur la honte que vous inspire ce texte. Un texte obscurantiste dont l'auteur, le sénateur Duplon, considère que le changement climatique est, je cite, bénéfique. Une loi d'une portée inédite contre la science, contre l'ANSES, contre la santé publique, contre l'intérêt général. Dans une aversion totale, contraire à la sincérité des débats, chaque voix pour la motion de rejet est donc une voix pour les pesticides et leur cortège de cancers et de maladies neurodégénératives, pour les néonicotinoïdes qui tuent les abeilles, neurotoxiques pour la santé humaine, auxquels 83% des Françaises sont opposées, pour les fermes-usines, pour la destruction des zones humides, pour toujours moins d'agricultrices et d'agriculteurs, toujours pas de revenus dignes, toujours autant de suicides, toujours pas de lutte contre la concurrence déloyale.
49.3, vote bloqué, temps programmé, les moyens de contraindre le débat parlementaire ne manquent pas. Mais vous leur préférez le détournement de procédure, sans peur du ridicule ni limite morale, pour faire taire les voix dans vos rangs, qui ne se résignent pas à voter pour un poison et avec pour résultat un renversement de souveraineté au profit du Sénat. Cette spirale vous conduira jusqu'au bout à la soumission aux exigences de l'agrochimie. S'il restait un doute, il est là, le visage du trumpisme à la française. Un texte anti-écologie, anti-santé, qui ne peut être approuvé qu'en piétinant la démocratie. Le groupe écologiste et social appelle les députés à voter contre la motion de rejet. Merci. La parole est au président Fesneau pour le groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente, mes chers collègues. En écoutant un certain nombre de nos collègues, me venait une expression commune qui est « c'est quand même un peu l'hôpital qui se moque de la charité ». Parce que on ne peut pas dire que vous n'ayez pas usé, parfois même abusé des motions de rejet préalable, y compris sur des textes que vous avez après soutenus. Ne venez pas reprocher à ceux qui usent des moyens coups de faire la même chose que vous. C'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, j'aurais préféré, mon groupe aurait préféré, Madame Batho, nous l'avons fait en d'autres occasions, nous aurions préféré en débattre, mais 3500 amendements, des dizaines d'heures de débat, entre 15 jours et 3 semaines de débat en hémicycle, vous rendiez de fait impossible le débat parlementaire, non seulement le vote à la fin, mais le débat sur l'ensemble des articles du texte. Et au fond, ceux qui portent le déni de la démocratie, c'est ceux qui refusaient par la voie de l'obstruction la démocratie, c'est-à-dire le vote et le débat sur chacun des articles du texte. Je voudrais saluer les efforts qui ont été faits. Je voudrais saluer les efforts qui ont été faits. S'il vous plaît, on écoute le président Fesneau. Allez-y, Monsieur le Président. Je voudrais saluer les efforts qui ont été faits par les uns et les autres sur un certain nombre de nos bancs, et nous n'étions pas toujours d'accord, pour essayer de trouver une voie de compromis au travers d'un temps législatif programmé et autour du retrait d'un certain nombre d'amendements. Nous n'avons pas trouvé de terrain d'accord, je le regrette, mais je salue quand même les efforts qui ont été faits par certains d'entre vous et par la présidente de l'Assemblée nationale. Nous voilà donc au moment, pardon Madame Batho, ce n'est pas la version du Sénat qui va être votée. C'est là ce qui va se passer. Rappelez la procédure. Il va y avoir une CMP. J'entends les engagements de Julien Dive et je lui fais confiance. Vous pouvez compter sur le groupe démocrate pour qu'on soit sur la version qui sort de l'Assemblée nationale sans la démagogie de part et d'autre. Et c'est donc à ça que nous devons nous atteler. Commission mixte et il y aura un vote dans cette Assemblée. Merci, Monsieur le Président. Et pour terminer ces explications de vote, la parole est à Henri Alfonari pour le groupe Horizon et Apparentés. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames les Présidentes, chers collègues. Pour la première fois, le groupe Horizon Indépendant votera une motion de censure. Non pas pour rejeter ce texte, qui apporte des réponses concrètes aux difficultés rencontrées chaque jour. Attendez, Monsieur le député, attendez. S'il vous plaît, non, je voudrais que tout le monde se calme, même vous, Monsieur le député, qu'on écoute la dernière explication de vote et qu'on puisse ensuite voter en toute sérénité. Allez-y, Monsieur le député. S'il vous plaît, calmez-vous, calmez-vous. Allez-y, Monsieur le député, vous avez la parole et vous seul. Je vous remercie. Je parlais des agriculteurs qui nous nourrissent malgré l'obstruction de la parole. Mais pour rejeter la stratégie d'obstruction massive déployée par certains groupes de cet hémicycle, animée par une logique de blocage qui dénature nos institutions et notre travail de parlementaire. Plus de 3500 amendements, au minimum 3 semaines de débat. Ce que vous faites, mes chers collègues, c'est révéler que vous êtes des mauvais perdants. Car au-delà des nombreuses caricatures que vous avez énoncées sur ce texte, vous le savez, à la fin, vous êtes minoritaire. Vous refusez donc le résultat du vote. Ainsi, vous condamnez ces milliers d'hommes et de femmes qui manifestent leur droit à produire sans entrave,
sans entrave idéologique sur la protection des cultures, sans obstacles excessifs au développement de leur élevage, sans incertitude permanente sur l'accès à l'eau et sans contrôle disproportionné qui mette le doute sur leur engagement. Cette obstruction est une attaque directe contre nos agriculteurs qui méritent mieux que vos manœuvres politiciennes. C'est également une attaque portée au débat parlementaire et à l'esprit de dialogue et de construction qui devrait nous animer collectivement. Notre groupe votera donc cette motion pour permettre au texte d'être rapidement examiné en CMP et ainsi lui donner toutes les chances d'aboutir. Nous faisons ce choix avec responsabilité, avec gravité aussi, mais surtout avec une profonde loyauté à l'égard du monde agricole. Je vous remercie. Nous allons procéder au scrutin. Je rappelle que c'est un scrutin public. Merci de regagner vos places. Sans vous blesser, Monsieur Gage. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 402 votants, dont 395 exprimés. La majorité est à 198 pour, 274 contre 121. La motion de rejet préalable est donc adoptée. La proposition de loi est rejetée. Prochaine séance demain à 15 h pour les questions au gouvernement, suivi des votes solennels sur les propositions de loi relatives à l'accompagnement et aux soins palliatifs et au droit à l'aide à mourir. La séance est levée.